3, 2, 1 et on est en direct. Bonjour Maxime, bonjour à Bonjour. tous. Alors, on va mettre un petit message dans le chat. Bonjour à tous, bienvenue. Bam. Pour être sûr que le chat marche bien. Bonjour, hello Maxime, hello Salut tout le Sofiane. monde. Bam. Là, je vois pas de visage, mais par contre, je vois quelques noms un peu familiers, des gens qui étaient connectés lors de notre dernier webinaire jeudi dernier. Après, c'était sur un autre thème, mais du coup, ça fait plaisir de vous voir encore une fois ici. Tac, on va attendre que les gens arrivent. Bonjour Walter, bonjour Nicolas. Bonjour Lisa. Alors, en attendant, pendant ces premières minutes, je vais vous présenter un petit peu Comet et aussi me présenter moi-même. Je pense que là, vous n'êtes pas beaucoup à être sur le Slack de la communauté, mais pour ceux qui sont dans le Slack, vous m'avez certainement déjà vu faire des messages justement pour promouvoir ces webinaires ou promouvoir des news par rapport à nos partenaires. Du coup, moi, je suis dans l'équipe community et on travaille main avec la main avec toutes les équipes chez Comet. Donc, l'équipe tech pour tout ce qui est retour sur le produit, avec l'équipe marketing pour tout ce qui est les webinaires, par exemple, et aussi avec les équipes commerciales parce qu'on est en contact avec les freelances de la communauté au quotidien. Du coup, moi, j'ai rejoint Comet il y a plus d'un an et c'était il y a à peu près un an, justement, qu'on a commencé à refaire ces webinaires. Et du coup, ça marche bien, les gens apprécient, donc on continue à le faire. On fait souvent un webinaire tech comme celui d'aujourd'hui. On appelle ça les Comet Tech Talks. Donc là, on a le plaisir d'accueillir Maxime et l'équipe de Blend pour le premier webinaire de l'année. Le premier webinaire Tech Talk, parce que du coup, le premier webinaire de l'année, c'était jeudi dernier sur un thème un peu plus freelance lifestyle et plus par son développement personnel, etc. Bonjour Alexis, bonjour Jules. Donc voilà, chez Comet, on est à peu près plus de 10 000 freelances dans la communauté. Et nous, en tout cas, dans notre volonté, c'est de vous proposer les meilleures missions donc, pour les freelances. Ça, c'est surtout le travail des commerciaux avec les clients. Et nous, de notre côté, un peu plus côté supply, par exemple, c'est de vous aider au quotidien avec les meilleurs partenariats pour vous aider au quotidien, que ce soit pour tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est du coup, comme aujourd'hui, la formation et l'upskilling pour précisément. Et aussi, plus de manière générale, par exemple, tout ce qui va être retraite ou la santé. Donc, si vous avez des idées de partenariat, des idées aussi pour un prochain webinaire, n'hésitez pas à me contacter directement ou à nous contacter sur le site internet. Il y a toujours quelqu'un sur le live chat en bas à droite de l'écran qui est là pour vous répondre. Donc là, on commence à arriver. Du coup, il y a plus de monde. Est-ce que du coup, dans le chat, vous pouvez me dire s'il y a des gens qui étaient déjà présents au premier webinaire qu'on a fait avec Maxime et Blent sur justement AWS, mais plus le côté Cloud Practitioner? Ou est-ce que vous êtes tous un peu plus nouveaux? Nouveau. Ok, parfait. Bah, du coup, s'il y a des nouveaux, n'hésitez pas, on mettra les liens. Tous les replays de nos webinaires sont sur la chaîne YouTube. Et du coup, vous pouvez très bien aller voir le premier webinaire, qui du coup a un thème qui ressemble. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail du coup par rapport à la solution AWS Solution Architect. Et du coup, on accueille Maxime encore une fois. Merci beaucoup Maxime pour être là avec nous et du coup à l'équipe de Blend en général. Donc moi, je vous laisse la main et on se voit vers la fin. Merci beaucoup. Je te laisse la main. Top. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Et comme Louis l'a dit, là aujourd'hui, on va vraiment parler de la certification Amazon, on va dire de niveau intermédiaire, c'est-à-dire la Solution Architect, parce que la dernière fois, donc c'était il y a à peu près un mois, on avait parlé de la certification, on va dire, débutante, la première quand on se lance dans le cloud, qui est la Cloud Practitioner. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat si vous avez déjà une certification existante.
Amazon ou autre, hein, si vous avez par exemple la Z900, si vous avez une de GCP, parce que des fois, on peut faire des petits parallèles, je peux vous expliquer un peu des fois quelles sont les différences. Donc, comme je l'ai expliqué, donc là, on va vraiment aller sur la certification Solution Architect, qui est de niveau intermédiaire, qui est donc forcément un peu plus compliqué. Ce qui est important aujourd'hui, ça ne va pas forcément être de rentrer dans les détails sur eh bien, les modalités de la formation, parce que ça, on en a déjà parlé la dernière fois, même si évidemment, je vais en reparler. Mais ce qui va être très intéressant ici, ça va être de répondre aux exemples de questions, parce que là, vous allez voir que les questions, elles sont déjà beaucoup plus denses. Là où sur la certification Cloud Practitioner, les questions en général, c'est deux trois lignes, enfin une à deux lignes. Là, vous êtes plutôt sur des paragraphes. D'accord? C'est que les questions, en général, c'est 4 5 6 7 lignes. Donc, elles vous demandent un peu plus de temps à comprendre la situation, comprendre les enjeux de la situation, du contexte posé. C'est pour ça qu'on va essayer de répondre ensemble à quelques questions, ne serait-ce que pour que vous voyez un peu le niveau des questions, les différentes technos qui vont être abordées, mais aussi un peu les réponses, comment elles sont très différentes par rapport à la cloud practitioners qui sont quand même assez vrais ou faux. Là, on va voir qu'il y a plusieurs propositions dans les questions qui peuvent être vraies. C'est pour ça qu'il va toujours falloir essayer de trouver la version optimisée. Alors rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me présente en quelques mots. Donc moi, je suis Maxime, le CTO et cofondateur de Blend. Blend, c'est une plateforme en ligne qui propose des formations dans les métiers data tech, donc surtout data, donc principalement dans les métiers data scientist, data engineer, mais également un peu plus variés, comme par exemple le MLOps, le cloud dont AWS GCP, le langage Scala, la computer vision. Bref, on essaie vraiment d'avoir une plateforme de formation qui soit la plus agréable et la plus complète possible. Parce que je pense si parmi vous, par exemple, il y a quelques data engineers ou machine learning engineers, vous pouvez savoir à quel point c'est compliqué des fois d'installer tout sur son ordinateur, surtout quand on a Windows pour pouvoir, par exemple, tester Spark, tester Kafka. C'est pour ça que nous, dans cette plateforme, on propose un environnement intégré, prêt à être utilisé. Et du coup, notamment, on a un parcours cloud. Et du coup, ce parcours, il amène à la certification AWS Cloud Practitioner. Et ensuite, pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience, on pousse aussi vers la certification AWS Solution Architect. Et alors justement, cette certification, vous pouvez la trouver ici. Donc, elle est un niveau intermédiaire sur le plan architecte. Alors, vous avez en fait, après la Cloud Practitioner qui est ici, vous avez trois gros piliers. Vous avez architecte, operations et développeur. La version, on va dire, architecte, c'est un petit peu la version la plus, on va dire, vous allez toucher à tout, entre guillemets. C'est-à-dire à la fois sur les architectures, sur tout ce qu'on appelle la connectivité hybride, le réseau, la sécurité. Vous allez toucher un peu à tout. Là, vous allez vraiment être garant sur la création d'architecture dans le cloud. Donc là, vous allez plutôt être sur une gestion de projet avec une vue d'ensemble où vous devez déployer une application, vous devez résoudre des problèmes. Là, ça va être assez focus sur ce genre de compétences. Toute la partie SysOps, elle est plus vraiment sur de la technique pure et dure, par exemple au niveau de l'administration système, bien comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ces instances EC2 par exemple, et la développeur, qui est un peu différente parce que la développeur, on va vous demander évidemment un peu plus de connaissances sur des langages de programmation, notamment on va avoir des questions techniques. Typiquement, on vous demande de bien connaître l'API d'Amazon, ah bon, de savoir bien utiliser Boto3 en Python, de savoir utiliser l'API en JavaScript. Donc, vous allez avoir pas mal de code, par exemple, à utiliser. Donc là, celle-là, elle est plutôt niveau code, sachant que pour celle qu'on vise aujourd'hui, il n'y aura pas de question de code, mais évidemment, il faut quand même savoir un petit peu coder parce qu'il y a certaines questions qui vont vous demander de réfléchir à certaines situations. Et vous avez les niveaux professionals ici, qui sont assez difficiles. La solution architecte professionnel, elle est quand même difficile, je ne veux pas dire très difficile parce que ça va dépendre, mais elle va vous demander beaucoup plus d'entraînement, tout comme la DevOps Engineer Professionals. Et ensuite, vous avez les certifications de spécialité qui, à mon sens, sont peut-être pas forcément celles qu'on va viser en premier. Moi, je vous conseillerais plutôt, notamment si vous êtes freelance et que vous voulez travailler sur des missions variées, plutôt de viser l'architecte ou la développeur que la spécialité qui permet de se concentrer uniquement sur un module, par exemple machine learning. Et ce n'est pas forcément le plus intéressant, le plus important, parce qu'en général, quand on fait de la data science, vous devez être assez flexible sur les outils. Donc, moi, je vous conseille surtout de viser les certifications associates ou professionnelles si vraiment vous travaillez énormément avec ce fournisseur cloud. Alors, on va le voir après, mais le gap entre
la cloud practitioner et la solution architecte, il est assez important. Pour le coup, enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a un gap qui est très important entre les deux, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension des technos, mais également au niveau de la granularité des demandes. On va vous demander, par exemple, dans cette certification, des questions sur un paramètre assez précis d'un service. Par exemple, on va vous demander de connaître la limite du nombre de concurrences sur du lambda. Vous voyez, c'est quand même assez précis. Si vous n'avez pas forcément en tête cette limite de concurrence, ça peut être des fois compliqué pour répondre à une question. Ce qui n'était pas le cas dans un cloud practitioner où en fait vous demandez de comprendre globalement comment fonctionnait le service. Donc c'est pour ça que le gap est assez important là-dessus. Il y a pas mal de nouvelles techno où il y a une granularité au niveau de la compréhension des différents paramètres des services qui est assez importante. Et avec la professional, c'est pas le même type de gap entre guillemets, parce qu'avec la professional, ça va être plus ou moins les mêmes questions, avec peut-être encore un peu plus de contenu. Mais la seule différence, c'est que dans le niveau professionals, toutes les propositions en général vont plus ou moins coller, en tout cas répondre à la question. C'est juste qu'il y en a une qui va être légèrement plus optimisée que les autres. Et c'est ça qui est très difficile dans la professional, c'est qu'en fait, dans la associate, en général, vous allez pouvoir éliminer facilement une à deux propositions sur les quatre. Donc, en général, quand il n'en reste que deux, bah, il suffit de prendre la plus optimisée. Dans la professionals, si vous pouvez en enlever qu'une proposition, c'est bien, mais il y a des fois, il y a toutes les propositions qui fonctionnent. Et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il va vraiment falloir se creuser la tête sur la situation et imaginer toutes les possibilités pour voir laquelle est la plus intéressante. Et donc ça, c'est une des premières difficultés de la professionals. Et en plus, vous avez 65 questions pour 130 minutes. C'est extrêmement difficile parce que ça vous fait 3 minutes par question, à peu près. Sachant que les questions, elles sont très denses. Et comme j'ai dit, les propositions ne s'éliminent pas facilement. Donc 3 minutes par question, c'est très court. C'est pour ça qu'elle est assez difficile, celle-ci. Mais nous, pour l'instant, on va s'intéresser à la certification de niveau associé. Alors, quels sont les thèmes, les domaines qui sont abordés dans la certification? Donc déjà, vous devez bien avoir en tête tous les services d'Amazon. Alors, on ne va pas vous demander les services spécifiques comme par exemple tout ce qui est médias. Vous avez des services de conversion de vidéos sur Amazon, vous avez des services d'engagement client sur Amazon. On ne va pas vous demander forcément de les connaître. Par contre, on va quand même vous demander de savoir que ça peut exister. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, il faut maîtriser complètement les principaux services de calcul, de stockage, de base de données, mais également de connectivité. Vous avez pas mal de questions sur des architectures hybrides entre du on-premise et du Amazon. Donc ça, c'est des choses dont on ne bosse pas forcément dessus, il faut bien connaître. Et évidemment, pas mal de choses concernant la sécurité avec toujours l'optimisation des coûts. Donc vous avez un tiers de questions, c'est le plus important, sur les architectures résilientes. Quand vous êtes porteur de la certification Solution Architect, ça veut dire qu'en fait, vous êtes capable de créer des architectures qui vont être tolérantes à la faute, qui vont être hautement disponibles et résilientes. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup de questions qui vont vous demander de mettre en place quelle est la proposition qui correspond le mieux en respectant des contraintes de haute disponibilité, de résilience et de tolérance à la faute. Donc ça, forcément, il faut vraiment comprendre tous les concepts d'équilibrage de charge, de scaling, mais également tout ce qui est primary, secondary, tout ce qui est DNS. Il faut vraiment bien comprendre ces concepts-là parce que vous allez avoir beaucoup de questions sur ce genre de choses. Là, c'est vraiment le cœur du sujet du Solution Architect, c'est de mettre en place des architectures qui sont scalables, qui sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Donc, les modèles d'accès, la mise à l'échelle, la haut dispo, c'est des choses qu'il faut absolument savoir. Mais également, choisir les bons services. Par exemple, à quel moment est-ce que vous allez choisir du Aurora versus du RDS? Quel est le bon service de calcul? Est-ce que vous allez faire du conteneur, du serverless, du Kubernetes, ce genre de choses? Et le stockage. Vous allez avoir aussi besoin d'une bonne connaissance sur les services de stockage, aussi bien sur le stockage, on va dire S3 classique d'objets, mais également sur les stockages par bloc, des disques durs, stockage distribué avec EFS, ce genre de choses. Ensuite, vous avez également besoin de connaître tout ce qui est couplage faible, notamment les files d'attente. Vous devez bien savoir les services de file d'attente. Ça, c'est pas évident parce que vous avez des questions. Vous allez avoir du SQS, du SNS et du Kinesis. Alors, ces trois services, ce sont des services managés de file d'attente, mais qui n'ont pas exactement les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et du coup, vous allez avoir pas mal de questions. On va vous demander de choisir entre du SQS et du Kinesis. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément évident. Moi, je sais par exemple qu'au début, j'avais un peu du mal à différencier les deux parce que c'est pas forcément très clair. Les deux ont plus ou moins le même objectif,
c'est un système de polling, et pourtant, ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs à la fin. Vous allez avoir également des questions, des fois, sur la reprise de sinistre, donc le disaster recovery, ça peut arriver. Et enfin, sur tout ce qui est automatisation. On peut vous donner, par exemple, des stacks CloudFormation. Donc, les stacks CloudFormation, c'est simplement des fichiers qui vous permettent d'automatiser votre infra, qu'on appelle ça de l'infrastructure as code. Et ça, vous pouvez avoir des fois des questions sur du CloudFormation. Il faut également connaître un petit peu, pas forcément le maîtriser, mais connaître un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les parties architecture résiliente, qui est quand même un gros bloc. Et une seconde partie sur les architectures haute performance. Donc là, on va vous demander de savoir mettre en place des architectures haute performance, sous-entendu adaptées pour le big data. Donc par exemple, choisir le bon système de stockage distribué. Vous avez des systèmes, vous avez EFS sur Amazon, mais vous avez également le FSX. FSX, c'est le file system optimisé lustre pour les systèmes Linux. Je ne sais plus, un autre FSX for Windows pour les systèmes Windows. Donc ça, ce sont des systèmes de fichiers distribués qui sont optimisés en lecture-écriture. On va également vous demander de bien connaître les bases de données. Notamment, n'oubliez pas qu'il y a des bases comme Redis, Memcached, donc tout ce qui est Elasticache qu'il faut bien connaître parce que des fois, on va vous poser des questions sur des bases en mémoire cache. Donc il faut bien comprendre les différences entre RDS et Aurora, les bases en mémoire cache, DynamoDB, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Et ensuite, pour tout ce qui est lié au big data, vous allez avoir des questions sur le big data. Par exemple, on va vous demander comme contrainte que les machines doivent communiquer entre elles le plus rapidement possible. Et dans ce cas, vous devez vous intéresser sur ce qu'on appelle les groupes de placement ou sur l'orchestration de conteneurs. Parce que les groupes de placement, par exemple, c'est ce qui vous permet de déterminer la manière dont des instances EC2 sont placées. Est-ce qu'elles sont placées sur le même système, sur des systèmes identiques mais différents, ou carrément sur des baies différentes. Et ça a des impacts sur la performance et évidemment sur la tolérance. Enfin, vous avez également une dernière partie importante sur, évidemment, la sécurité. Donc là, il faut bien connaître tout ce qui est la sécurité, donc le réseau, les pare-feux, les access control list, mais également l'API d'Amazon, tout ce qui est IAM, le rôle politique, stratégie, ça, il faut bien comprendre. Vous avez également avoir des questions sur tout ce qui est traçabilité, audit, notamment, et authentification, donc avec CloudTrail pour l'audit, avec Cognito pour l'authentification, donc vraiment bien comprendre toute la partie sécurité. Et enfin, dernier point, ça je sais qu'en général, la plupart du temps, notamment quand on fait du dev, ce n'est pas le point qu'on utilise souvent et qui est un peu difficile, c'est tout ce qui est architecture hybride. C'est-à-dire que vous avez à la fois du on-premise et le cloud AWS. Donc là, bien comprendre comment fonctionnent les VPN d'Amazon, la connexion site à site et l'interconnexion de VPC, parce que vous allez également devoir être capable de créer plusieurs VPC entre eux, que vous vous rappelez qu'un VPC, c'est une isolation logique. Donc, les entités d'un VPC, théoriquement, ne peuvent pas communiquer avec les entités d'un autre VPC. Et justement, là, il faut apprendre à le faire avec des passerelles de VPC ou des connexions VPC à VPC. Et enfin, vous avez toujours la partie optimisation de coûts. Ça, évidemment, elle reste présente avec la consolidation des factures, le fait de gérer plusieurs comptes et les coûts réseau. Il va y avoir quelques questions quand même. On va vous demander d'être capable de gérer le fait qu'il y a plusieurs comptes Amazon et que du coup, vous devez à la fois contrôler certains services pour, par exemple, empêcher que les comptes d'une entreprise aient accès à la partie facturation. Ou ensuite, vous allez également devoir consolider les factures pour faire en sorte d'agréger toutes les réductions liées à l'utilisation. Et heureusement, vous avez quand même quelques situations, quelques paramètres qui sont hors du champ. Notamment, on ne va pas vous demander de mettre en place des architectures réseau hybrides complexes. Quand on va vous faire du hybride, en général, ça va être du classique, c'est-à-dire qu'on va avoir du on-premise, on va avoir du cloud, Amazon, et on va essayer de faire de la communication. Vous n'aurez jamais des questions avec plusieurs on-premise, différents réseaux, cloud, Azure, etc. Ça sera en général des connexions directes. On ne va pas vous demander de questions sur la fédération d'identité. Ça, c'est sur la sécurité, mais ce n'est pas dans le scope. Et ensuite, tout ce qui est conformité, notamment tout ce qui est HI, P2A, tout ce qui est données de santé, on ne va pas vous poser de questions dessus, ni sur les services spécialisés. Donc, par exemple, sur les services, je pense notamment à tout ce qui est data visualisation, comme Power BI, SAP, ce genre de choses. On ne vous demandera pas d'intégrer des services externes, ou tout ce qui est stratégie. On ne vous demande pas de mettre en place des stratégies de déploiement ou de migration complexes. En général, ça va être que des choses qui rentrent dans le cadre des architectures scalables, distribuées, qu'on utilise habituellement quand on fait du Amazon.
Donc ça, c'est ce qui vraiment est couvert par la certification. Donc comme d'habitude, hein, les certifications Amazon, ça arrivé depuis le Covid, elles peuvent être passées soit en centre d'examen, soit à distance. Donc là, maintenant, la certification Solution Architect, vous pouvez la faire à distance. Pareil, comme je l'avais annoncé la dernière fois, euh, pendant le précédent webinaire, il faut bien que vous vous assuriez d'avoir un Windows ou un Mac et surtout d'avoir les conditions nécessaires. Là, c'est encore pire parce que c'est 130 minutes, d'accord? Donc, c'est à peu près 3 heures que vous avez à disposition. Donc, pendant 3 heures, si vous prenez 3 heures, il faut que votre connexion Internet soit stable, d'accord? Une coupure de 2 minutes, ça peut vous faire annuler la formation. Donc ça, c'est ça peut vous faire annuler, pardon, la certification. Donc ça, c'est très, très important. Il faut vraiment prendre les 3 heures. Comme ça, même si vous faites moins que 3 heures, au moins, vous savez que pendant ces 3 heures, vous n'allez pas être embêté. Il ne va pas y avoir un problème. D'accord? Donc limite, mettez un mot sur la porte pour ne pas être dérangé parce que comme je l'avais dit la dernière fois, vous avez une personne qui vous surveille à distance constamment. Et si jamais vous sortez un peu de l'écran ou alors que vous cachez votre bouche, n'importe quoi, bah, tout de suite, la personne va rapidement vous rappeler à l'ordre et elle peut, si elle le souhaite, si elle estime que les conditions ne sont pas réunies, elle peut annuler à tout moment la certification. Et ça, c'est très important. Il faut être isolé dans une pièce fermée, pas d'appareil électronique, pas d'écran. Et surtout, ça, je l'avais bien dit, bien faire les tests techniques avant le jour J. D'accord? Parce que vous n'avez pas le droit à un report, sauf évidemment problème de leur côté. Donc, si le jour J, vous avez un problème technique, votre PC ne fonctionne pas ou quoi, euh, le décalage de la session, c'est simplement à leur propre appréciation. Donc, il faut éviter justement tout souci technique. Alors, concernant le coût, celle-là, elle est un peu plus élevée que d'habitude, forcément parce que c'est un niveau intermédiaire. Elle est à peu près, enfin, elle va vous coûter environ 140 euros hors taxe, d'accord? Sachant que, comme je l'avais dit, vous avez 50% de réduction si vous avez déjà passé la Cloud Practitioner. Ce qui fait que si vous avez déjà la première qu'on avait présentée il y a 2 semaines, il y a 4 semaines, en fait, vous avez déjà 50% de réduction, d'accord? Ce qui vous donne droit là aussi à une seule tentative. Donc vous avez 130 minutes pour 65 questions. Et comme je l'avais mentionné, n'hésitez pas à faire les practice exams pour vous entraîner. Donc ça, je vous conseille de faire ça pour voir un petit peu le niveau des questions. Mais ce que je vous conseille également, c'est de regarder un petit peu en ligne des, euh, des exemples. Là, par exemple, là, si vous connaissez Stéphane Marek, qui est un instructeur en ligne qui fait justement beaucoup, beaucoup de formations sur Amazon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il propose des practice exams, par exemple, où vous avez des centaines de questions. Donc là, vous avez ici 6 examens de 65 questions qui sont corrigés et expliqués. Euh, donc là, ça vous permet vraiment de tester avant de payer la certification, ça vous permet un petit peu de tester, de voir le niveau des questions. Ça coûte 50 euros, mais bon, vous savez comment c'est Udemy, normalement, ils font très souvent des offres. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire d'essayer justement ces examens, déjà parce que ça vous donne pas mal d'exemples. Vous avez quand même plus de 300 questions, ce qui est pas mal. Et en plus, vous avez des réponses. Parce que des fois, les réponses, elles peuvent être intéressantes. On sait qu'il y a une réponse, mais on aimerait avoir l'explication de la réponse. Bien justement, là, vous pouvez avoir l'explication. Donc moi, je vous conseille vraiment d'investir dans ce cours quand il est en réduction. En général, il coûte 15-20 euros. Ça vous évitera de payer toute la certification, qui peut être un petit peu plus chère parce qu'elle est à 140 euros et de la rater. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre des practice exams qui sont en général qui sont très complets et qui sont très bien faits pour le coup. Comme ça vous permet de vous préparer au mieux pour la certif. Et pareil, pour vous préparer à la certification, donc évidemment, travailler sur ce genre d'exemple, sur Udemy ou sur des sites qui vous proposent justement des quiz. Mais ça ne va pas remplacer l'expérience avec son cloud, tout simplement parce que il y a beaucoup de questions, vous ne pourrez pas le faire par du par cœur. Il y a beaucoup de questions, vous allez devoir vous inspirer des exemples que vous avez vus sur des projets ou sur des expériences passées. Et ça, c'est très important parce que faire de l'apprentissage pur et dur, il y a tellement de services et tellement de situations que ça va être compliqué d'avoir la bonne réponse à chaque fois. Donc, c'est très important justement d'utiliser son expérience pour répondre à différentes questions. Notamment ici, je vous ai mis quelques exemples de services qui vont être utilisés. Vous voyez que c'est assez large et encore, je n'ai pas tout mis. Mais c'est pour vous donner un petit peu une petite idée des différents services qui rentrent en jeu. Vous pouvez voir que sur le réseau, il y a quand même pas mal de choses.
sur tout ce qui est également compute. On va vous demander de bien comprendre en détail. Ça, il faut le maîtriser parfaitement. Donc, vous avez quand même pas mal de choses assez variées qui interviennent. Comme d'habitude, l'examen, c'est soit des questions à choix multiples, donc une seule bonne réponse parmi 4 propositions, soit des questions à réponse multiple, donc vous avez plusieurs bonnes réponses parmi les propositions. Comme d'habitude, vous avez 15 questions qui vont être non scorées et qui n'ont pas d'incidence sur le score, parmi les 65. Et pour valider l'examen, il vous faut donc un score d'au moins 700. Donc quelques conseils, c'est les mêmes que la dernière fois. Donc bien prendre le temps de lire la question, encore plus là parce que vous avez des questions qui sont un peu plus longues et surtout détecter les points critiques. Ça, c'est très important. Parce que des fois, ça a l'air de rien, mais par exemple, vous allez avoir une petite phrase ou un petit mot dans la question qui va vous dire, voilà, l'équipe n'a pas envie d'avoir de, l'équipe n'a pas envie de se prendre la tête, entre guillemets, c'est pas écrit comme ça, mais voilà, l'équipe technique n'a pas envie de passer du temps dessus. Quand vous avez ce genre d'indication, ça veut dire qu'en fait, on vous pousse à avoir un service managé. En fait. Si l'équipe n'a pas envie de passer du temps dessus, ça veut dire qu'elle ne veut pas mettre en place des choses, elle ne veut pas maintenir, elle ne veut pas surveiller. Donc ça, c'est ce genre de petite phrase justement qui doit vous dire, bah là, on demande à avoir un service serverless ou managé. Et ça, c'est très important parce que des fois, sur un paragraphe, c'est vraiment 2-3 mots à la fin d'une phrase. Donc c'est très compliqué à voir si on ne prend pas le temps. Donc c'est pour ça, c'est encore plus important dans cette certification de bien prendre le temps de lire la question. Comme d'habitude, procéder par élimination. Et quand il n'en reste que 2 ou 3 propositions, on essaie de voir laquelle est la plus optimisée. Et ensuite, sauter certaines questions. Ça, c'est important. Quand vous avez un doute, sautez une question parce que vous pouvez revenir dessus à la fin. D'accord. Donc, si vous sentez qu'une question va demander un peu plus de temps ou que vous avez un doute, des fois, ne serait-ce que voir les autres questions, ça vous permet bien de se rappeler de certains concepts ou même des fois, vous pouvez, en éliminant d'autres propositions dans d'autres questions, ça peut peut-être vous permettre d'apporter une réponse pour cette question précédente que vous avez passée. Donc, n'hésitez pas surtout à passer quelques questions parce que vous pourrez revenir dessus à la fin. Donc, ça, c'est très important, sachant que même psychologiquement, des fois, ça peut être compliqué de se dire bah, je suis déjà bloqué à la 3 ou 4e question. Donc, il ne faut pas hésiter à passer. Il n'y a pas d'ordre au niveau des difficultés. Des fois, vous pouvez avoir des questions très difficiles au début. Des fois, vous pouvez avoir des questions faciles puis très difficiles. Il n'y a pas du tout de. Il n'y a pas d'ordre à ce niveau-là. Ok, donc voilà un petit peu les remarques. C'est les mêmes que la dernière fois, mais là, je pense qu'il est plus important, ce qui va être sympa, c'est de voir justement quelques exemples de questions pour vous montrer la différence. Voilà, déjà, vous voyez que par rapport à cette première question, euh, c'est assez différent de la dernière, de la certification Cloud Practitioner, qui est quand même un peu plus directe. Là, très souvent, vous allez rarement avoir des questions qui vont être sur la connaissance pure et dure. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous demander quel est le service qui permet de faire ça ou comment s'appelle ce service. Ce sera toujours des mises en situation. D'où le fait qu'en général, vous avez des paragraphes comme des questions ici. Donc là, on prend ce premier exemple. Donc, une compagnie d'analyse de, de données de médias sociaux cherche à migrer son application dockerisée vers le cloud Amazon. Donc, cette entreprise a pas mal d'applications sous forme de conteneurs Docker. Et l'entreprise, elle ne comprend pas très bien le pricing en utilisant soit ECS avec EC2, soit ECS avec Fargate. Donc, en fait, elle cherche à comprendre c'est quoi la différence de prix entre ECS avec EC2 et ECS avec Fargate. Donc là, on est sur du conteneur et quand vous avez des conteneurs avec Amazon sur Elastic Container Service, vous avez 2 types de lancement, le type EC2 ou le type Fargate. Et là, en fait, typiquement, ce qu'on vous demande, c'est bah, quelle est la proposition correcte, comment est-ce que vous pourriez aider cette entreprise dans sa compréhension des différents types de pricing entre les EC2 et le Fargate. Donc là, vous voyez déjà, ça vous demande de comprendre ce que ça veut dire Fargate, à quoi ça correspond. Donc là, si on regarde bien, il faut déjà savoir qu'en fait, Fargate, c'est du serverless. EC2, ce n'est pas du serverless, c'est du EC2 classique. Ça veut dire que quand vous lancez un cluster avec du EC2, bah, concrètement, vous lancez X machines, c'est vous qui déterminez le nombre de machines, et donc vous payez la consommation des machines. Alors que quand vous avez Fargate, en fait, vous payez à la consommation. C'est comme du lambda, mais version conteneurisée. Donc Fargate, c'est des conteneurs que vous lancez dans des serveurs que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est du conteneur serverless. Donc déjà, on sait que EC2, vous payez la ressource mobilisée, Fargate, vous payez la ressource consommée. Donc déjà, la première question nous dit que à la fois, hop, pardon, je vais trop vite, à la fois ECS et EC2 sont basés sur le CPU et la mémoire. Ça, c'est faux.
Pourquoi? Parce que ça, du coup, c'est pas la même chose. EC2, vous payez la ressource, alors que Fargate, vous payez ce que vous allez consommer. D'accord? Donc en fait, ce qui est demandé par l'application. Si votre application demande seulement 500 mégas de mémoire vive et un CPU, avec Fargate, en fait, vous allez payer que 500 mégas et un CPU. Alors que EC2, vous allez payer l'intégralité du serveur. Donc là, en effet, si on regarde la deuxième proposition, ECS avec EC2, vous allez consommer, vous allez payer basé sur l'instance EC2 que vous utilisez et évidemment le volume ou les volumes EBS associés. Alors qu'avec Fargate, vous allez payer uniquement la mémoire et le CPU que vous consommez pour votre application, ce qui est vrai. Parce que du coup, Fargate, vous êtes en mode serverless, donc vous payez que ce qui est consommé. Et évidemment, par élimination, on regarde que les autres sont faux parce que quand on fait du Fargate, on ne paye pas d'instance EC2, parce qu'il n'y a pas d'instance EC2 qui sont provisionnées. Et là, en fait, évidemment, c'est faux, parce que vous ne payez pas que le service ECS. Vous payez quand même la ressource sous-jacente. Donc la dernière, elle est faux. Elle est fausse même pour les deux. Donc la bonne réponse ici, par exemple, c'était la réponse B. Donc là, c'est un peu une réponse, une question en mode est-ce que vous savez la tarification qui est associée? Euh, donc là, par exemple, c'est pour vous dire que pour les conteneurs, il faut bien comprendre comment marche EC2, Fargate. Même pour Kubernetes, on va vous demander de comprendre les différents modèles de lancement. Ça, c'est un exemple de question qui peut être posée. Autre question qui est assez difficile, en tout cas que moi j'avais trouvé assez difficile quand je commençais justement à comprendre un petit peu tout ça, c'est les fameuses files d'attente. Alors, ces questions sur les files d'attente, elles sont assez horribles parce qu'en général, il y en a deux, trois qui vont être valides. Donc là, il faut bien comprendre la différence entre SQS, Kinesis. D'accord? Donc on va regarder ensemble la question. Donc vous avez un constructeur de voitures qui aimerait créer un nouveau Car as a Sensor service, donc un nouveau service d'IoT, en utilisant des composants entièrement serverless qui sont provisionnés et managés automatiquement par AWS. Donc là, vous voyez que déjà, vous avez une information. Les choses à voir directement, c'est entièrement serverless. Fully serverless. C'est très important le fully parce qu'en fait, on va vous demander ici d'avoir du serverless de bout en bout, du début à la fin. On ne doit pas avoir un seul composant, une seule partie du pipeline qui n'est pas serverless. Et là, vous voyez, autre question très importante, et c'est là où c'est assez tricky pour les files d'attente, c'est que l'équipe de développement ne souhaite pas gérer une option qui nécessite de provisionner manuellement la capacité, parce qu'ils ne veulent pas justement répondre manuellement à un changement de volume des données du capteur. Autrement dit, il faut que le service de file d'attente qui va être créé ici s'adapte automatiquement à la vélocité et à la quantité de données sans qu'il y ait d'intervention manuelle. Donc là, deux choses importantes, fully serverless et on ne veut pas d'option, on ne veut pas manuellement modifier les capacités. Et donc là, sachant ces contraintes, quelle est la meilleure solution qui serait adaptée, la plus optimale pour ce genre de service? Alors, si on regarde un petit peu ensemble, première proposition, on irait ingérer les données dans une file standard Amazon SQS qui va ensuite être pulled, donc qui va être ensuite récupéré par une application qui exécute sur une instance EC2 et la donnée va être écrite dans une table DynamoDB qui va s'autoscaler. Donc en fait, le but des files d'attente rapidement, c'est que vous avez une application qui envoie des données sur une file. D'accord? L'objectif de cette file d'attente, c'est d'éviter un goulot d'étranglement et d'avoir un couplage faible entre les applications qui vont produire des données et les applications qui vont les consommer. Du coup, vous allez avoir votre application, donc ici en l'occurrence votre capteur qui va envoyer sur cette file. Donc forcément, il y a des fois où le capteur il va envoyer beaucoup d'informations, ce qui fait que la file elle va être plus rapidement remplie que consommée. Mais c'est pas grave, c'est l'objectif des files d'attente. Et du coup, pendant ce temps-là, vous avez une application qui va, quand elle est dispo, donc à chaque fois qu'elle a terminé de traiter un message, une donnée, hop, elle en traite un suivant, etc. Donc en fait, ça vous permet de gérer les files d'attente quand vous avez justement un petit peu un bouchon qui se produit et ça évite de créer timeout parce que c'est cette file d'attente qui gère en fait ce tampon entre l'application qui produit le message et celle qui consomme. Donc là, on dit que c'est pas mal. SQS, c'est typiquement ce genre de cas de figure. DynamoDB, c'est du serverless, on a bien du downstream, on a bien un stockage brut. Mais là, ce qui gêne, c'est qu'on a une application sur une instance EC2. Le problème, c'est que du coup, plus on va avoir de données dans la file, plus les instances EC2, il va en falloir. Parce que du coup, votre instance EC2, elle ne bouge pas. C'est les mêmes ressources. Donc, si vous avez 10 fois plus de données dans votre file, théoriquement, il faudrait
pour pouvoir traiter rapidement, qui est 10 fois plus d'instances EC2. Donc là, vous comprenez que votre application, il faut scaler votre instance EC2, il faut le provisionner. Donc là, ce n'est pas du tout adapté. Ce qui pose problème ici, c'est l'instance EC2. Deuxième point, bon, bah là, si on regarde, on a encore cette instance EC2. Donc déjà, on sait que les deux premières, on élimine parce qu'on ne veut pas d'instance EC2, parce que ce n'est pas automatisable, ce n'est pas managé. Donc il nous reste ces deux dernières. Les dernières, ce qui est intéressant, c'est qu'on a juste une file différente. Un coup, on a du data stream, un coup, on a du SQS. Mais à la fin, on a une lambda. L'avantage d'une lambda, c'est que c'est serverless, c'est managé, et que la data, elle est envoyée vers DynamoDB. OK, donc là, le fait d'avoir une lambda en sortie avec DynamoDB, c'est entièrement serverless. Donc on se dit, à ce niveau-là, c'est pas mal. Maintenant, la différence, c'est savoir, est-ce que je prends du Kinesis ou est-ce que je prends du SQS? Ben, c'est là où c'est difficile. C'est qu'en fait, Kinesis, on va vous demander de définir la vélocité que peut supporter votre shard. En fait, on va vous demander à peu près une quantité de mégaoctets par seconde que peut supporter la file. Et du coup, là, vous devez adapter votre débit en fonction de votre besoin. Ce qui veut dire que Kinesis DataStream ne va pas pouvoir évoluer indépendamment sans intervention manuelle. Donc en fait, ce qui peut le faire, ça c'est SQS. Et vous voyez, la petite particularité, c'est qu'en fait, Kinesis peut scaler, sauf que ce scaling va être nécessaire d'être fait manuellement. Ce qui n'est pas le cas de SQS qui va pouvoir scaler indépendamment de vous. Vous voyez, les grosses composantes, c'est Fully Serverless Component et le fait qu'on ne veut pas une option qui nécessite la capacité d'être provisionné manuellement. Et du coup, toutes ces contraintes font qu'on doit à la fois avoir du SQS et du lambda. Donc, c'est forcément la dernière qui vient. Vous voyez tout ça en 3 minutes. Donc, ça peut être assez compliqué. Ça, c'est le genre de question où, justement, il faut faire plein d'exemples pour avoir les automatismes. Autre question, parce que je pense que c'est important, ça, vous allez en avoir plusieurs. Et franchement, moi, pour être franc avec vous, c'est là où j'avais le plus de mal. Parce que moi, je m'y connaissais pas trop, c'est pas trop mon domaine, tout ce qui est connectivité hybride, c'est-à-dire on-premise et cloud. Donc, quand vous avez des questions qui parlent d'avoir du on-premise et du cloud AWS, c'est assez compliqué. Donc là, par exemple, dans cette question, on vous dit que une équipe d'ingénieurs dans une entreprise d'e-commerce souhaite établir une connexion dédiée, chiffrée, à faible latence et à haut débit entre son data center, qu'elle dispose donc on-premise, et le cloud Amazon. Et là, ce qu'on vous dit très important, c'est que l'équipe d'ingénieurs a pu se libérer suffisamment de temps pour justement gérer toute la complexité administrative et opérationnelle qu'implique le fait de créer cette connexion. Donc là, en fait, on vous dit que l'équipe a du temps pour le faire. Et ça, c'est très important, cette notion. Là, vous avez plein de mots importants. Dédié, chiffré, faible latence, haut dispo, enfin haut débit. Donc là, déjà, on vous dit qu'il faut quelque chose de très solide, très fort, très lourd. C'est le mot dédié surtout qui est le plus important. Parce que dédié, ça veut dire que potentiellement, on ne va pas passer par le réseau Internet. Et ensuite, là, on a le fait de se dire que l'équipe va se libérer du temps. Ça veut dire que l'équipe peut mettre en place quelque chose qui est assez conséquent. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, justement. Donc là, on vous dit, vous pouvez utiliser, par exemple, un VPN site-to-site, donc un VPN entre le data center et le cloud AWS. Ça, évidemment, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un VPN ne vous donne pas une connexion dédiée à faible latence et à haut débit. Pourquoi? Parce que vous passez par le réseau Internet, et le réseau Internet, il ne vous assure en rien avoir une faible latence. Les pics de saturation peuvent arriver à tout moment, et le réseau Internet fait que, bah, par définition, vous partagez le réseau avec d'autres personnes, donc il n'est pas dédié. Donc déjà, le VPN, on peut éliminer. Tout seul, hein, bien sûr. Le VPC Transit Gateway, ça ne sert à rien ici, dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que c'est le même problème. Simplement, ça va vous permettre de créer une connexion entre des VPC et avec votre on-premise. Mais le problème, c'est que là, vous êtes toujours sur le réseau Internet. En plus, vous n'êtes pas encrypté, parce que vous n'avez pas de VPN. Donc ici, c'est un petit peu mort. Donc en fait, on a les deux. On a soit AWS Direct Connect, soit AWS Direct Connect plus VPN. Et en fait, la bonne réponse, c'est la première. La dernière, elle pourrait très bien aller, parce qu'en fait, Direct Connect, ça veut dire que vous allez créer une connexion, en tout cas, vous allez établir une connexion dédiée, c'est-à-dire hors du réseau Internet, entre votre data center et le cloud Amazon. Et donc, en fait, en créant cette connexion hors réseau Internet, vous allez être dédié à faible latence et à haut débit. Et en plus, ça, c'est quelque chose qui, par contre, vous demande du temps, Direct Connect, mais justement, on vous dit que l'équipe a suffisamment de temps pour justement gérer toute cette partie assez complexe d'un point de vue opérationnel. Donc en fait, vous avez les deux qui sont possibles. Et la seule chose qui fait qu'il faut un VPN, c'est qu'on vous demande à ce qu'elle soit chiffrée.
Et donc là, c'est le plus VPN qui est important. D'où le fait que l'AD pourrait convenir, mais parce qu'on vous demande à ce qu'elle soit chiffrée, c'est la A en fait qui va l'emporter. Vous voyez, ça se joue ici à un mot. Sinon, s'il n'y avait pas le encrypted, l'AD aurait pu suffire, mais vu qu'on demande à ce qu'elle soit chiffrée, ça va être le plus VPN qui va intervenir. Donc là, vous voyez, justement, le genre de petites questions tricky, il faut bien faire attention à tous les mots-clés. Là, ce qui est très important dans les certifications, c'est d'identifier les mots-clés. Identifier justement quels sont les mots les plus importants. Donc là, notamment, c'était cela et le operational overhead, le fait de libérer beaucoup de temps. Alors celle-là, grosse question, mais en fait, c'est du savoir ou pas savoir. Ce genre de questions, il ne faut pas y passer trop de temps. Pourquoi? Parce que c'est des questions on sait ou on ne sait pas. D'accord? Et quand vous ne savez pas, c'est un peu du au pif. Là, par exemple, ici, vous savez que vous avez une équipe DevOps dans une grande entreprise financière qui utilise l'option Multi-Availability Zone, donc qui vous permet d'avoir des bases de données RDS dans plusieurs zones de disponibilité, d'accord, pour la réplication de données et pour la durabilité. Et là, vous avez besoin de faire une opération de maintenance, d'accord, pour le prochain week-end. Du coup, va vous demander qu'est-ce qui va se passer pendant cette opération de maintenance. Ici, ne perdez pas de temps. Si vous ne savez pas, faites du au pif parce que les questions se ressemblent très fortement. Et en fait, la seule chose ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bases de données RDS Amazon, une opération de maintenance, vous n'avez pas ce fonctionnement où vous avez du 50-50. Par exemple, quand vous faites certaines opérations, vous avez la base de données primaire et secondaire, ce qui fait que vous modifiez la base primaire, donc elle est indisponible, mais du coup, la base secondaire prend le relais. Et ensuite, une fois que c'est terminé, la base première revient et la base secondaire, elle est mise à jour, par exemple. Donc, en fait, vous avez jamais les deux bases qui sont hors service. Pourtant, quand vous faites une opération de maintenance, c'est le cas. C'est-à-dire que quand vous faites une maintenance, les deux bases de données sont indisponibles. Donc, en fait, ici, il faut le savoir, c'est que quand vous faites une opération de maintenance planifiée, vos bases de données vont être indisponibles, la primaire et la secondaire. Donc ça, c'est très important parce que du coup, euh, ça paraît contre-intuitif, mais en effet, la fenêtre de maintenance va faire que vous allez avoir du downtime pendant cette opération de maintenance. Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait penser justement qu'en fait, les deux se font les uns à la suite des autres, donc il n'y a pas trop de problème, sauf que non, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, si vous n'avez pas la réponse ici, on serait tenté de dire bah non, ce n'est pas le cas, et pourtant ça l'est. Donc, ce genre de questions, si vous n'avez pas la réponse, ne perdez pas trop de temps parce que vous voyez qu'en plus, les questions, elles sont à rallonge, et souvent, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, autre exemple ici, justement, on vous demande de bien connaître comment fonctionnent les instant stores, donc les petits volumes de données qui sont rattachés les petits disques durs rattachés aux instances EC2. D'accord? Donc, là, on vous pose comme question, l'équipe d'ingénieurs d'une startup cherche à trouver un stockage par bloc le plus optimal pour une instance EC2. D'accord? Et là, on vous propose comme condition, l'instance EC2 doit supporter une très faible latence, mais la donnée ne doit pas être persistante. Ça, c'est très important parce que du coup, en conclusion, enfin, en réponse à ça, on vous dit que l'architecte de l'entreprise vous propose d'utiliser ce qu'on appelle les volumes instance store. Et en fait, les volumes instance store, ce sont des petits disques durs que vous ne pouvez pas modifier ou contrôler, qui sont rattachés par défaut à une instance EC2 quand vous ne spécifiez pas de EBS. C'est un peu le disque dur de base quand il n'y a pas de blocs de volume EBS qui sont rattachés. Et là, on vous demande, bah, c'est quoi les caractéristiques des instances store. Alors là, pareil, il faut le savoir. Une instance store, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez modifier. C'est quelque chose qui est par défaut lorsque vous ne mettez pas de volume EBS. Donc déjà, la une, c'est faux, parce que ce n'est pas un service que vous pouvez utiliser. Donc la A, c'est faux. La B, c'est faux aussi, ce n'est pas un type de réseau, c'est juste du stockage de données comme un disque dur. Donc elle est fausse. La C, on regarde bien le contenu sur le disque Instance Store est réinitialisé quand vous stoppez ou terminez l'instance, ça c'est vrai. Et là, vous avez une petite chose un peu difficile, c'est que par contre, on vous dit que la donnée est préservée pendant l'hibernation. Ce qui est faux, justement. En fait, c'était là qui est compliqué, c'est que la première partie de la réponse est vraie. C'est vrai que un disque Instance Store, lorsque vous stoppez l'instance ou vous terminez, supprimez l'instance, le contenu sur ce disque est supprimé. Mais c'est vrai aussi quand vous hibernez. C'est-à-dire que quand vous faites une hibernation, donc une veille prolongée, même la donnée, elle est quand même supprimée. Du coup, ce qui fait que la C, elle est à moitié vraie, mais à moitié vraie, ça ne veut pas dire vrai, donc elle est fausse. Et en fait, c'était la D et la E qui sont importantes, c'est que vous ne pouvez pas détacher un volume instance store d'une instance et l'attacher à une autre, parce que ce n'est pas comme un disque BS. Et la E, vous ne pouvez pas créer, si vous créez une instance, une AMI, donc une image
une capture, un instantané de cette instance, vous n'aurez pas évidemment l'instance store voulu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, parce que vous voyez que par exemple, la C ici, elle est assez vicieuse, parce que tout était bon sauf la dernière partie. Et c'est vrai que ça vous met le doute, parce que quand vous sentez que la question, la proposition, elle est quasiment vraie à 50%, même à 75%, et qu'il y a un petit bout qui semble faux, bah là, vous avez un doute parce que vous dites, est-ce que c'est moi qui ai oublié quelque chose? Et là, vous voyez, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, elle n'est pas totalement vraie. Mais si on ne sait plus que pendant l'hibernation, les données sont supprimées, on peut se dire c'est peut-être vrai, en fait. Peut-être que justement, il y a cette exception qui arrive. Donc là, cette question, elle est un petit peu difficile. Ça, c'est le genre de question que je trouve assez difficile. Autre question qu'on va vous poser, typiquement, ça arrive un peu moins souvent, mais c'est déjà arrivé, tout ce qui est stratégie de recover stratégie, c'est-à-dire vous avez une panne, donc comment est-ce que vous êtes capable de rapidement revenir à un niveau d'exécution en temps normal? Et là, on vous dit, bah voilà, on souhaite, pour des besoins d'entreprise, qu'il existe un environnement fonctionnel, complètement fonctionnel d'une version réduite. D'accord? Donc, vous devez avoir tous les composants mais en version réduite qui s'exécutent tout le temps dans le cloud. Comme ça, si jamais il y a un problème, et bien du coup, le délai d'interruption de votre service est minimisé. Et donc là, on va demander quelle stratégie de récupération vous allez utiliser. Et là, en fait, pareil, c'est un peu du par cœur. Il faut savoir, en fait, là, ce qu'on va utiliser, c'est du warm standby. Quand vous faites de l'architecture, vous avez plusieurs stratégies. C'est-à-dire, si vous avez un problème, comment est-ce que vous allez revenir à un environnement un minimum fonctionnel? Vous en avez plein, vous avez le Pilot Light, Multi-Site. C'est un peu ce qu'on appelle les PRA, les PCA, les plans de reprise d'activité et les plans de continuité d'activité. Le plus simple, mais le moins efficace, c'est le Pilot Light. Pilot Light, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, hop, ça déclenche quelque chose. En gros, ça veut dire qu'au moment où il y a un problème, hop, tout de suite, vous allez. Non, pardon, c'est le backup et restore le plus lent. C'est-à-dire que, bah, comme son nom l'indique, vous faites des backups en continu. Et dès qu'il y a un problème, hop, vous restaurez. Sauf que le problème, c'est que le temps de restauration, ça peut durer plusieurs heures. Donc lui, c'est le plus lent. D'accord. Euh, c'est le plus lent parce que du coup, il va être. Vous allez mettre en place la stratégie qu'en cas d'erreur. Vous avez le Pilot Light ensuite, qui est le plus rapide, parce que du coup, vous avez quand même un service minimal. Mais le problème du Pilot Light, c'est que vous n'avez que les composants essentiels. Donc, vous n'avez pas tous les composants. Donc, en fait, Pilot Light, vous ne vérifiez pas le fully functional, parce que vous avez que ce qui est le plus essentiel. Ensuite, vous avez le Warm Standby, qui est justement, le Warm Standby, c'est que vous avez tout l'environnement complet, mais en version réduite. Donc, par exemple, vous avez le front, le back, la base de données, mais plutôt que d'avoir toutes les ressources, vous en avez un peu moins, histoire que ça vous coûte moins cher. Donc, c'est ce qu'on appelle le Warm Standby. Donc, c'est une reproduction de la production, mais en version réduite. Et enfin, le multi-site. Alors là, pardon, c'est pas le moins cher, mais c'est le plus cher, justement. Parce que le multi-site, c'est comme si on l'a dit, vous avez plusieurs sites. En fait, dans le multi-site, vous reproduisez à 100% votre environnement dans le cloud. Ce qui veut dire que si vous avez un problème, bah, normalement, le multi-site, il est censé être identique, exactement identique à ce que vous avez en production. Donc évidemment, c'est le plus efficace en termes de stratégie de reprise d'activité. Par contre, en termes de coût, c'est le plus cher. Parce qu'en fait, vous allez payer pour des ressources qui ne vont pas être utilisées, mais qui vont être là qu'en cas de problème. Et enfin, dernier point, ça j'en parle parce que vous avez quand même pas mal de questions. Je trouve qu'il y avait pas mal de questions sur les groupes de placement, notamment, comme on parlait lié au Big Data. Donc, vous avez une entreprise de Big Data qui a créé un framework de processing de données distribuées qui fonctionne le mieux lorsque les machines, lorsque le réseau, enfin les performances réseau entre les machines est élevée. Autrement dit, lorsque les machines sont sur la même base physique. Pourquoi? Parce que lorsque les machines sont sur la même base physique, elles communiquent directement entre elles. Et donc là, pour les besoins de cette application, la métrique la plus importante, c'est la métrique réseau. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est quelle stratégie de déploiement d'instance vous allez utiliser pour maximiser la métrique réseau. Alors là, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Ce n'est pas des instances pod, parce que les instances pod, justement, c'est des instances que vous payez et qui vont être un petit peu placées n'importe où. C'est un système d'enchères, donc l'instance pod, on oublie. Ça peut être bien pour le big data, mais dans ce cas précis, là, parce qu'on a une contrainte de réseau, elles ne sont pas intéressantes. Donc la C, on élimine. La D, bon, pareil, ça c'est assez compliqué. On ne voit pas trop ce qu'on va faire avec le EC2 kernel. Ça ne va pas vous aider à placer vos machines sur des serveurs. Donc là, on a le choix entre la A et la B.
En fait, quand vous prenez la A, ce qu'on appelle le spread, c'est un groupe par répartition. Ça veut dire qu'en fait, pour minimiser la défaillance, pour minimiser la corrélation de défaillance, vous allez exécuter plusieurs machines EC2, mais sur des baies de serveurs différentes. Comme ça, si vous avez une baie de serveurs différente, il y a peu de probabilité que les autres tombent également en panne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe par répartition. Mais à l'inverse, puisque vos machines sont sur des baies différentes, la communication entre les machines est plus faible que si les machines étaient en mode cluster, c'est-à-dire sur la même baie de serveur. Et justement, le groupe de placement cluster, ça veut dire qu'en fait, vous allez localiser vos instances EC2 les plus proches possibles entre elles, ce qui fait que vous allez maximiser justement la communication entre les machines, au détriment évidemment d'un risque de panne plus important, parce que vous avez lancer vos machines sur la même baie de serveur, la même infra-physique. Là, dans ce cas de figure, c'est justement un groupe de placement cluster. Ça, je vous invite à regarder justement les groupes de placement, cluster, spread, et un dernier, c'est, j'ai oublié le nom, par répartition, par cluster, et le dernier, je ne sais plus trop, par partition, voilà. Vous en avez plusieurs partitions, spread, cluster. Je vous invite à regarder justement, parce que vous avez quand même des questions dessus, les différences entre ce genre de choses. Et même peut-être si vous ne savez pas que ça existait, c'est possible dans Amazon justement de définir comment est-ce qu'on distribue plusieurs machines dans une infra. Est-ce qu'on les met proches à proximité physique ou est-ce qu'à l'inverse, on veut qu'elles soient assez éloignées pour minimiser les probabilités de panne. Donc voilà un petit peu toutes les questions que vous avez. Vous avez vu qu'elles sont assez différentes, les questions. Elles sont des fois assez difficiles. Hein. Ce n'est pas forcément des questions qu'on peut répondre rapidement. Donc le mieux, c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment d'essayer de pratiquer comme ce que je vous ai montré, parce que c'est le meilleur moyen pour justement avoir l'habitude de lire ces questions. Moi je vous rassure, la première fois que j'ai passé les examens de certification, je tournais autour de 40%, entre 40 et 50. J'arrivais rarement à dépasser le 60. Donc forcément au début, c'est un peu difficile, mais à force de les faire, en fait, au bout d'un moment, on commence à comprendre la logique derrière les questions et c'est un peu un automatisme. Après, justement, on arrive à bien répondre aux questions. Alors, je vois que vous avez plusieurs questions. Une fois qu'on a passé la certification, est-ce qu'elle est valable à vie? Alors non, la certification n'est valable que 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, mais elle est valable que 3 ans. Du coup, il faut la repasser. Alors, pareil, hein, quand vous la repassez, vous avez quand même les 50% de réduction, mais c'est vrai qu'elle n'est pas valable à vie, d'où le fait qu'il faut des fois refaire un petit check. Bon, après, heureusement, si on fait plus ou moins du cloud de temps à autre, normalement, ça ne se perd pas trop. Mais il faut quand même justement refaire un petit peu, se réentraîner pour repasser la certification. Et est-ce qu'il y a des suggestions de cours pour se préparer? On se prépare uniquement en faisant des tests. Après, c'est un peu plusieurs choses. Déjà, moi, ce que je conseille, comme j'avais expliqué, c'est de regarder les cours de Stéphane Marie, qui sont très bien fournis. Je vais vous envoyer le lien parce que je pense il répond très bien à beaucoup de compétences nécessaires. Je fais une petite faute, compétences nécessaires que vous allez retrouver sur Amazon. Donc ça, je vous conseille vraiment. Vous avez AWS Skill Builder, ce qui est pas mal aussi. Justement, le lien est dans le diapo. Et les tests, moi, je vous conseille quand même de faire des tests. Ça, c'est le plus important. N'y allez pas vraiment à l'examen un peu comme ça, les mains dans les poches. Faites vraiment des tests pour vous voyez un peu à quoi vous attendre. Parce que vraiment, les tests, je vous le dis, c'est très formateur. On apprend beaucoup de choses parce que du coup, on a les réponses, on a les explications. Donc, avec les explications, ça nous force à comprendre pourquoi on s'est trompé et du coup, à lire la documentation. Donc, moi, je vous conseille vraiment de regarder les, euh, les tests et de les faire pour justement avoir pas mal de choses en tête. Quelle est la part de questions sur tout ce qui est liaison cloud on-premise? Ce sont des choses assez compliquées à tester à la maison pour s'entraîner. Ouais, alors je suis d'accord. Ça, c'est vrai que les questions, moi, c'est aussi la grosse difficulté. Les deux grosses difficultés, c'est les files d'attente et liaison cloud on-premise parce que c'est un truc, franchement, si on n'est pas dans une grande entreprise, on ne va pas en faire souvent. C'est la vérité. Donc, c'est très compliqué. Les questions sont surtout d'ordre théorique. Il y en a quand même un petit paquet. Moi, je pense que sur les 65 questions, j'en ai quand même eu 3 ou 4 dessus. D'accord? Alors, ce n'était pas que du Direct Connect, mais de la connexion entre les VPC, sur Direct Connect, avec les VPN, ce genre de choses. J'ai quand même eu 3-4 questions. Donc, il faut quand même regarder un petit peu. Après, on reste beaucoup sur la théorie. C'est-à-dire que moi, juste en regardant les exemples de questions, j'ai réussi à répondre aux questions. Et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que c'est un peu les mêmes qui reviennent. Direct Connect, c'est lourd à mettre en place. Un VPN, c'est simple et rapide à mettre en place.
Transit Gateway, c'est pour connecter des VPC. En fait, on se rend compte au bout d'un moment que pour toutes ces questions de liaison, c'est plus de la compréhension théorique que vraiment de la pratique. Jamais on va vous demander de dire, bah voilà, quels paramètres sont configurés sur du Direct Connect, parce que de toute façon, Direct Connect, c'est simple. Il faut appeler Amazon et il faut appeler un data center en France, à Paris, et il faut faire. Donc, c'est quand même assez compliqué. En général, c'est quelque chose, si on n'est pas une grande entreprise, on ne va pas forcément être impliqué dedans. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Quand je dis il faut savoir, c'est plus d'un point de vue théorique, mais en réalité, il n'y a pas tant de questions dessus. Top. Bah, merci beaucoup. Je vais Merci laisser beaucoup, Maxime. la main à Louis. Yes, du coup, ça, c'était la dernière question. Merci beaucoup pour vos questions et aussi, du coup, pour tous les exemples. C'était quand même super concret. Je pense que c'est le plus important pour tous. Merci, du coup, à tous les participants. On vous a rappelé, du coup, qu'on a un partenariat avec Blend et, du coup, les membres de la communauté Comet bénéficient d'une offre partenaire exclusive. Donc, c'est une réduction sur l'ensemble des offres Blend qui sont présentes sur la plateforme. Donc, toutes les informations sont directement accessibles depuis votre espace personnel sur Comet. Et de toute manière, dans 3 heures, on vous enverra un mail avec le replay déjà de ce webinaire et puis toutes les ressources présentées pendant le webinaire, la présentation, la chaîne YouTube et tous les autres liens importants. Merci beaucoup Raphaël, merci Alexis pour vos questions. Donc là, on arrive vers la fin et c'était très intéressant. De toute manière, on se revoit encore une fois le mois prochain, très rapidement, du coup, pour la dernière édition qui parle du coup sur Kubernetes. C'est bien ça, Maxime? Exactement. Parfait. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir encore une fois et du coup la prochaine fois. Merci encore à tous les participants. Merci beaucoup Myriam, merci Jessica, merci Sad. Et bah, du coup, le mot de la fin, Maxime? Bah oui, je vous souhaite tous merci beaucoup. Hein, ça me fait plaisir d'en parler et surtout, baissez pas les bras. Moi, comme je vous dis au début, c'était très compliqué. J'avais des 40-50% et à force d'en faire, c'est venu. Donc, vraiment, baissez pas les bras, soyez motivés. Et après, elle est assez reconnue comme certif, donc ça peut être très intéressant, ça peut vous ouvrir pas mal de portes. Donc, bah, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Maxime. Merci à tous. À très vite. Merci, bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous. Salut.